notre webinaire, étant donné que le sujet de ce soir est un sujet où il y a beaucoup à dire et que nous avons la chance ce soir, non pas d'être deux, mais trois, je vous propose de commencer dès à présent. Donc, je suis ravie ce soir de vous retrouver sur ce thème de l'exposition aux images pornographiques sur Internet, que je vais avoir le plaisir de co-animer donc avec Marion et avec Arnaud. Je commence par présenter rapidement Arnaud comme nous en avons l'habitude pour vous indiquer donc qu'Arnaud est ingénieur, papa, c'est notre spécialiste numérique et c'est lui qui a eu l'idée de fonder MyTuya il y a 2 ans de cela et d'ailleurs qui a fait la rencontre de Marion à cette occasion pour pouvoir accompagner nos adolescents dans leur vie numérique. Et le sujet de ce soir montre à quel point cet accompagnement est nécessaire. Et puis, nous avons la chance d'accueillir ce soir Marion Azaperi, que je vais laisser se présenter, mais qui nous accompagne sur le projet de MyTuya déjà depuis longtemps, puisqu'elle est aussi, elle en parlera peut-être à la fin de ce webinaire ou dans sa présentation, mais elle est aussi présidente de l'association Caméléon. Marion, Oui. nous sommes ravis de t'accueillir ce soir. Merci Nadège et Arnaud pour l'invitation. Donc je me présente très rapidement, Marion Azaperi, moi je suis psychologue clinicienne, effectivement présidente de l'association Caméléon, on en reparlera peut-être tout à l'heure par rapport à l'application MyTuya. Et je suis également chercheure rattachée à l'Université de Paris et présidente de l'Open Observatoire Parentalité et Éducation Numérique. Donc effectivement, on a des préoccupations qui sont très en lien avec ce que fait MyTuya. Merci Marion. Bonsoir à tous. Alors moi, je vais vous présenter la dernière personne. Donc, je vais vous présenter Nadège. On aura donc 2 psychologues ce soir. Nadège, donc, qui a une expérience de plus de 15 ans dans les relations parents-enfants et parents-adolescents au sein d'APECOM, qu'elle a cofondé avec Sophie Benkemoun. Et puis Nadège est aussi la cofondatrice de MyTuya. Alors, ce soir, on va parler d'un sujet très important qui inquiète les nombreux parents que nous sommes. Et pour évoquer ce sujet, Nadège va d'abord commencer à nous poser le contexte, l'état des lieux en chiffres, et puis aussi la prise en compte de ce sujet au niveau de nos institutions. Et ensuite, nous laisserons la parole à Marion qui va nous parler concrètement de l'impact de l'exposition volontaire ou involontaire aux images pornographiques en faisant une distinction importante entre les enfants et les adolescents. Et enfin, pour terminer, je vous parlerai de l'environnement numérique, comment on peut techniquement limiter cette exposition et les bons réflexes à avoir pour sécuriser les usages de nos enfants ou de nos ados dans le numérique. Voilà, je laisse donc la parole maintenant à Marion. À Nadège, pardon. À Nadège, mais ne t'inquiète pas, à Nadège. Alors, je vous demande juste par contre un tout petit instant, je vais avoir besoin d'arrêter 2 secondes notre support parce que je n'arrive pas à admettre les gens qui sont en salle d'attente et c'est quand même dommage pour eux. Donc, je vous demande juste 2 secondes. Je reprends. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, mais ça va repartir. Voilà. Alors, effectivement, je vais introduire rapidement le sujet, mais un sujet qui aujourd'hui nous interroge énormément en tant que parents et en tant que professionnels. Le sujet de l'exposition des enfants et des adolescents aux images pornographiques et les chiffres sont assez inquiétants puisqu'aujourd'hui, on pense qu'un adolescent sur 3 a déjà été exposé à des images pornographiques. Ces chiffres sont en train de descendre. Alors, on en parlait cet après-midi. Il y a malheureusement de plus en plus d'adolescents, mais aussi d'enfants qui sont exposés, alors de façon volontaire ou de façon involontaire, puisqu'en réalité,
on se rend compte qu'il y a beaucoup aussi d'images qui arrivent, entre guillemets, par inadvertance, c'est-à-dire que l'adolescent tombe dessus. Et quand on interroge les adolescents, eh bien, ce rapport à la pornographie n'est pas simple, entraîne des difficultés, puisque, comme vous pouvez le lire, un ado sur deux considère avoir vu son film X trop tôt et 62% des adolescents eh bien, ont vu leur première image avant d'entrer au lycée, alors que l'âge moyen du premier rapport n'a pas beaucoup évolué, n'a pas beaucoup changé, lui, puisqu'aujourd'hui, en France, il est toujours entre 16 et 17 ans, ce qui était déjà le cas il y a 20 ans et 30 ans. Donc, on a un changement, par contre, qui est très important en termes d'exposition, mais pas encore aujourd'hui en termes de pratique réelle, sauf que, voilà, dans ces chiffres, on se rend compte que ces images eh bien, ont des impacts et viennent faire effraction sur nos adolescents. Et Marion nous en parlera encore plus chez les enfants, avec le fait qu'aujourd'hui, le smartphone est devenu le premier support pour ces adolescents. Alors, ça a été pendant un certain temps la télévision, puis après l'ordinateur, la tablette, mais aujourd'hui, eh bien, le smartphone permet aux adolescents d'y accéder beaucoup plus facilement. Et le problème, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus d'adolescents possèdent un smartphone, puisque comme nous l'avons indiqué, 2 tiers des enfants de moins de 12 ans ont déjà eh bien, cet appareil en main. Et l'âge moyen a même baissé, puisqu'on compte dans les smartphones disponibles ceux des parents. Et on le verra, malheureusement, ça peut aussi avoir lieu via le téléphone des parents. C'est une question qui reste compliquée et qui est compliquée d'ailleurs aussi pour le législateur. Il y a aujourd'hui la volonté de la part des associations et la part aussi des pouvoirs publics de se saisir de ce problème, de pouvoir essayer d'y apporter des solutions. Il y a des propositions de loi qui sont actuellement anticipées, qui vont peut-être être soumises au vote en 2022, mais on voit bien que l'action est compliquée. Il y a 2 associations qui ont qui ont souhaité voir l'interdiction des sites pornographiques en 2021 et leur demande a été déboutée pour des raisons d'accessibilité, pour des raisons aussi de libre expression. Et il y a aussi actuellement en Angleterre une interrogation sur le fait d'exiger, par exemple, la carte bleue à partir du moment où on veut consulter un site pornographique. Et eh bien, cette loi n'est pas passée pour l'instant parce que d'un point de vue technique, elle est vraiment compliquée. Donc, on sent quand même aujourd'hui une volonté de pouvoir prendre en compte ce problème, mais avec des actions qui sont difficiles à mettre en place, complexes, on le comprendra après, et qui posent aux législateurs, aux professionnels et aux parents un certain nombre de problèmes. Et on verra, la réponse ne peut pas être simple, elle doit être multiple, elle doit être pédagogique. Et elle a besoin de pouvoir prendre en compte tous les acteurs qui sont autour de ce problème. Mais je vais laisser Marion nous expliquer tout cela à partir de maintenant. Merci. Donc, je vais tout d'abord revenir sur la question qui nous préoccupe aujourd'hui, puisque quand on parle de pornographie, forcément, on parle de sexualité. Sexualité, c'est-à-dire, à la fois, on peut penser directement à actes sexuels, mais quand on parle de sexualité, il faut penser aux préoccupations, surtout aux pensées autour de la sexualité. Et la particularité avec le public qui nous préoccupe particulièrement ce soir, les adolescents, c'est qu'effectivement, au moment de l'adolescence, on a un grand changement qui révolutionne vraiment ce qui se passe pour l'adolescent, qui est la puberté. Et la puberté, par toutes les transformations corporelles, transformation des caractères sexuels, l'apparition des seins chez les filles, les règles, tous les poils, la voix qui mue chez les garçons, etc. Enfin, toute cette transformation du corps entraîne la possibilité d'une sexualité, puisque effectivement, à partir de la puberté, il y aura cette possibilité de concevoir un enfant. Et donc, par là, on voit que ces transformations, qui sont des transformations physiologiques, corporelles, hormonales,
implique des préoccupations, des pensées autour de la sexualité. Donc finalement, ça c'est le premier point important. Il faut se dire que il est tout à fait normal pour un adolescent d'avoir des questionnements autour de la sexualité. Ça fait partie vraiment des éléments qui sont qui font partie du processus, qui font partie du travail à faire pour l'adolescent. Donc, on a de nouvelles questions qui se posent, qui n'étaient pas du tout d'actualité avant chez l'enfant, hein. L'enfant ne pouvait pas se poser ce type de questions-là. Et bien évidemment, quand on se pose de nouvelles questions, forcément, on a des inquiétudes, on se demande si on est normal, on se demande si ce qui nous arrive est normal, on se demande si ce qu'on est en train de penser est également normal. Donc, on va voir tout un tas de questions que l'adolescent va tenter de résoudre, soit tout seul, soit par comparaison, discussion avec les autres jeunes avec qui il peut être au collège, au lycée, ou dans d'autres espaces, hein, en dehors de l'école, soit avec des adultes, hein, et j'y reviendrai après. On peut peut-être... Le PowerPoint a disparu. Il va revenir. Ok, super. Désolée. Donc, voilà, ce qui est important à garder en tête, c'est que il ne faut pas s'inquiéter parce qu'un adolescent se pose des questions par rapport à la sexualité et cherche à trouver des informations diverses et variées. Et on va voir en quoi la pornographie apporte des réponses ou apporte des éléments par rapport à ces questions autour de la sexualité. Donc, je voulais revenir sur un point important également, puisque quand on parle de la pornographie, on parle de la sexualité, comme je disais, on voit que quand on parle de l'adolescence, sexualité, ça va de pair finalement, mais la pornographie, et notamment aujourd'hui la pornographie sur Internet, elle ne va pas toucher que les adolescents. Et c'est là qu'on va voir une différence entre la pornographie, les images ou les vidéos pornographiques qui vont être recherchées, et ce, notamment par les adolescents. Hein. On sait que dans les statistiques, par exemple, on a aujourd'hui un pic de recherche d'images pornographiques en classe de quatrième. Hein, donc classe de quatrième, on est vraiment là dans la période majeure hein, d'entrée dans l'adolescence, 14 ans, 15 ans, avec toutes ces préoccupations-là. Donc on a des jeunes qui vont se retrouver confrontés à des images pornographiques parce qu'ils les cherchent, mais on va avoir aussi alors, des adolescents qui ne cherchent pas mais qui vont se retrouver face à ces images-là, et surtout des enfants qui vont également se retrouver face à ces images sans les chercher, mais parce que en allant sur certains sites, en étant, Arnaud en reparlera, hein, avec certaines activités, en regardant des vidéos, en étant sur certains sites de jeux par exemple, il peut y avoir de la publicité, il peut y avoir des images pornographiques qui sont là, alors que, enfin, qu'elles ne sont pas du tout destinées aux enfants. Quand on est enfant, avant la puberté donc, les questions autour de la sexualité ne peuvent pas être compréhensibles. C'est-à-dire que l'enfant, il est dans une immaturité au niveau psychologique par rapport à la sexualité. L'enfant, il ne peut pas comprendre ce qu'est la sexualité. Il ne peut pas comprendre ce qu'est cette chose qui appartient en fait au monde des adultes. Il n'est pas concerné, lui, psychologiquement, par la sexualité. Donc, si un enfant se retrouve face à des images pornographiques, face à des vidéos pornographiques, l'enfant, il peut être effracté par ces images, mais de différentes façons. L'enfant, il peut être surtout effracté parce qu'il ne va pas comprendre ce que sont ces images. Il ne va pas comprendre à quoi ça correspond. La sexualité, telle qu'on se la représente quand on est adulte, on sait à quoi ça correspond, justement parce qu'on est adulte. On sait, par exemple, quand on voit un couple en train d'avoir un rapport sexuel, on sait ce que ça représente. Pour un enfant petit, cet acte-là ne représente rien. Et souvent, on voit que les enfants, ils peuvent imaginer plutôt une scène de violence, une scène d'agression. Hein, il y a un monsieur qui fait du mal à la dame. Voilà. Mais pour eux, il n'y a pas la notion de sexualité. Donc il peut y avoir une effraction de ces images chez les plus jeunes, non pas en termes de sexualité, mais en termes de scènes incompréhensibles pour l'enfant. Et donc c'est ça qui va être important à repérer quand on est parent face à un enfant qui peut avoir vu certaines images.
c'est important de ne pas plaquer le sens que nous, adultes, on peut apporter à cette sexualité, c'est-à-dire, imaginons, j'ai mis mon enfant devant un dessin animé sur un site gratuit. Je m'aperçois que à un moment donné, dans une barre sur le bord de l'écran, il y a une vidéo pornographique. Bien évidemment, je ne vais pas laisser mon enfant face à cette image-là, mais ce qui est important, c'est de voir est-ce que l'enfant a vu ces images, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en a retenu, lui, qu'est-ce qu'il a saisi de ces images, qu'est-ce qui lui a fait peur, qu'est-ce qu'il n'a pas compris. Mais il ne faut pas rentrer là avec les enfants petits, avant la puberté, dans des explications justement de ce qu'est la sexualité, ce qu'il a vu, enfin, et lui expliquer comme on pourrait en discuter avec un adolescent ou avec un adulte. Donc c'est important de laisser la parole ouverte avec les enfants face à ces images et surtout de repérer, soit de suite, soit un peu plus tard, hein, les jours ou les mois qui suivent, s'il y a des éléments dans leur comportement qui peuvent nous alerter par rapport à des difficultés qui pourraient revenir suite à ces effractions d'image. Par exemple, un enfant qui d'un coup se met à faire des cauchemars, ou qui se met à être angoissé pour aller dans certains endroits ou pour faire certaines activités, un enfant qui ne suivrait plus à l'école, enfin tous ces signes que l'on peut repérer de changements comme ça à un moment donné par rapport à des attitudes précédentes. Donc ceci nous mène à la diapo suivante, merci Nadège, euh, à réfléchir comment finalement on peut aborder cette question de la pornographie avec les enfants et les adolescents. Et tout particulièrement à notre époque où effectivement la démarche pour rencontrer de la pornographie, elle est très simple puisqu'on peut avoir de la pornographie dans nos poches via les téléphones portables, hein, comme ça a été évoqué tout à l'heure en introduction. Tout d'abord, ce qui est important, c'est de se dire que finalement, euh, par rapport aux enfants, et même par rapport aux enfants petits, on fait de la prévention par rapport à la sexualité, par rapport aux agressions notamment liées à la sexualité. Quand on explique à un enfant petit qu'il ne faut pas qu'il parte de l'école si ce ne sont pas ses parents qui viennent le chercher, qu'il ne faut pas qu'il monte dans la voiture d'un inconnu, qu'il ne faut pas qu'il accepte un cadeau, un bonbon, etc. d'un inconnu. Derrière, on sous-entend une sexualité possible, hein. On sous-entend que effectivement il pourrait arriver quelque chose, enlèvement, agression sexuelle. Bien sûr, on ne l'explique pas comme ça directement à l'enfant. On va lui donner des exemples, on va lui expliquer les choses avec des mots qui sont adaptés à son âge. Ce qui veut dire que on peut aussi, par rapport au numérique, faire de la prévention et expliquer aux enfants, même petits, qu'ils peuvent rencontrer sur Internet des images qui vont être des images problématiques, des images qui peuvent leur faire peur, qui peuvent les inquiéter, qui peuvent les choquer, et que dans tous les cas, face à ces images-là, il ne faut pas qu'ils soient honteux. Il ne faut pas qu'ils soient culpabilisés de trouver ces images. C'est important d'expliquer que ça arrive à tout le monde, finalement, de voir ces images-là, de tomber sur ces images-là. Parce qu'on voit que très souvent, ce qui peut créer des troubles chez les enfants, c'est la culpabilité d'avoir vu certaines images. Hein, on leur dit, par exemple, à la maison, on leur apprend la pudeur, on leur dit de s'habiller dans la salle de bain, par exemple. On leur dit de ne pas se promener tout nu devant tout le monde dans la maison, etc. Et cet enfant, il tombe sur une image pornographique et là, il se dit, j'ai fait une grosse bêtise. Parce qu'à la maison, on m'a dit qu'il fallait pas que je regarde papa ou maman ou ma petite sœur ou mon grand frère. Et là, en fait, j'ai vu quelque chose que j'ai pas le droit de voir ou plus le droit de voir. Et donc, il peut y avoir comme ça une grande culpabilité. Donc, c'est important d'expliquer aux enfants qu'ils peuvent tomber sur des images problématiques pour eux, des images qui ne sont pas de leur âge, et que dans ces cas-là, ce qui est important, c'est d'aller prévenir les parents ou un adulte de confiance. C'est également important de pouvoir déculpabiliser les adolescents. Déculpabiliser les adolescents pour une autre raison. Déculpabiliser les adolescents, justement en lien avec ce que je disais au départ, le fait que finalement c'est normal qu'ils se posent des questions sur leur sexualité et que le fait d'aller chercher du côté de la pornographie
quelques réponses par rapport à ces questions-là n'est pas en soi problématique, n'est pas inquiétant, dangereux. Tout particulièrement, ça ne sera ni inquiétant ni dangereux si on considère que la pornographie apporte une réponse parmi d'autres, et là le rôle des parents, le rôle des adultes, des éducateurs, etc., peut être justement de proposer d'autres ressources autour de la sexualité. Et on peut à ce moment-là solliciter effectivement d'autres personnes, des personnes de confiance par exemple pour l'adolescent. On peut solliciter le planning familial, on peut solliciter l'infirmerie scolaire, on peut solliciter aussi des personnes anonymes comme les répondants de Fil Santé Jeunes, qui est un espace de réponse, soit en chat, soit en appel téléphonique, anonyme et gratuit pour les jeunes, les maisons des adolescents. On peut également, et ça Nadège y reviendra tout à l'heure, se servir de ressources telles que des petits livres ou des vidéos, pas pornographiques, mais qui parlent de sexualité, qui permettent d'évoquer ces questions-là avec les adolescents. Donc, je terminerai sur ça. Je vais passer à la dernière diapo. Nadège, merci. On voit que finalement, ce qui est important par rapport à la pornographie, ça va être, et surtout par rapport à la pornographie aujourd'hui, hein, telle qu'elle est construite, vraiment telle qu'elle est créée aujourd'hui sur Internet et avec la fabrication des images telle qu'elle se fait aujourd'hui, c'est important de décrypter la construction de l'image qui se fait aujourd'hui. Tous, je pense, ici, vous avez fabriqué à un moment donné des images. Alors pas des images pornographiques, mais fabriquer des images, c'est-à-dire pris une photo, fait des retouches, mis un filtre, changé la couleur, améliorer un peu le ciel, une ombre, etc. Enfin, c'est-à-dire que tous, on peut produire des images aujourd'hui. Et donc, on peut tous produire des fakes, on peut tous produire quelque chose qui n'existe pas. Bien évidemment, la pornographie n'échappe pas à ça. C'est-à-dire que les images aujourd'hui que l'on voit de scénarios pornographiques, les photos ou les vidéos pornographiques, elles sont construites par ces mêmes fonctionnements, c'est-à-dire par des copier-coller, par des zooms, par des éléments qui sont découpés, etc., qui sont recréés et qui n'ont jamais existé dans la réalité. Donc ça, c'est vraiment un point important dont on peut discuter avec les adolescents. C'est des choses qu'on peut faire, hein. Par exemple, dans le cadre de prévention au collège, quand on parle de la sexualité, parler de la construction de ces images-là, c'est-à-dire que ce que les adolescents voient dans la pornographie, ça n'a finalement jamais été filmé en vrai ou pris en photo en vrai, c'est-à-dire que les acteurs et les actrices n'ont pas réalisé cette scène-là réellement. Ça, c'est le premier point sur lequel on peut réfléchir avec les adolescents. Et le deuxième point, c'est de voir que finalement, la pornographie, ce n'est pas la sexualité avec un grand S finalement, mais que la pornographie, c'est un scénario sexuel parmi d'autres, et que ça représente un élément, une facette possible de la sexualité. Et c'est là qu'on peut remettre les éléments dans un contexte plus global, en réfléchissant de façon générale à la place du lien amoureux, du consentement, à la question de la violence, à la question de la domination des hommes, puisque c'est souvent ça dans les scénarios pornographiques hein, à l'heure actuelle. Donc on peut revenir sur tous ces éléments-là et essayer de voir que ce qui est montré dans la pornographie, ça a un caractère fictionnel, c'est-à-dire que c'est un élément construit qui ne reflète pas la sexualité telle que l'adolescent pourra la concevoir et l'explorer, la pratiquer en grandissant. Donc on voit qu'il y a vraiment hein, beaucoup d'échanges à avoir autour de cette question de la pornographie. Mais si on échange autour de cette question-là, justement, ça veut dire qu'on ne doit pas culpabiliser l'adolescent d'être allé chercher quelques réponses sur cet outil qui est à disposition pour lui et accessible très facilement, même s'il y a des lois hein, qui cherchent à se mettre en place. On voit qu'aujourd'hui, il suffit de dire j'ai plus de 18 ans, de cliquer hein, sur la case j'ai plus de 18 ans pour rentrer sur n'importe quel site pornographique. Donc voilà, c'est vraiment important, même si on met en place des barrières techniques ou technologiques, d'avoir ces échanges-là avec nos enfants et nos adolescents. Voilà, donc je m'arrête là. Merci, merci Marion. Ben, transition toute faite.
puisque moi maintenant je vais vous parler spécifiquement de l'environnement numérique et justement comment limiter l'exposition au contenu pornographique. Alors d'abord, pour commencer rapidement, on va passer en vue les principaux supports numériques et les activités où les expositions à la pornographie sont le plus susceptibles d'arriver. Donc il y a globalement 3 supports numériques, hein, la télévision, l'ordinateur, j'y mets aussi la console de jeu, et enfin le smartphone ou la tablette. Et pour les activités qui vont être source d'exposition, ce n'est pas exhaustif, c'est les principales. Alors, pour les 3 supports, on a le visionnage de films ou de séries via les plateformes des fournisseurs d'Internet, les plateformes de streaming ou la lecture de fichiers vidéo, alors souvent téléchargés plus ou moins légalement. Beaucoup plus rarement maintenant via les DVD et encore moins maintenant sur des cassettes VHS. Ça, c'est plutôt un support de boomer. Ensuite, pour l'ordinateur, la tablette et le smartphone, c'est principalement la navigation sur Internet. Et enfin, pour le smartphone, vous rajoutez en plus les réseaux sociaux, les forums, les échanges entre ados via des messageries, etc. Alors, comment limiter cette exposition, sachant que le risque zéro n'existe pas? D'ailleurs, je vous ai mis un 4e support qui est l'extérieur, c'est-à-dire le portable du copain, les films du voisin, etc. Donc, tout ça pour dire que nous ne faisons que limiter et mettre un cadre de normalité. Parce que le problème du numérique, par rapport au contenu, enfin l'accès au contenu pornographique, comme le disait Marion, il est le suivant, on peut le formaliser de cette manière. Hein. Il suffit de s'imaginer cette scène. Vous avez une boîte de nuit, plutôt un club pour adultes, avec évidemment un service d'ordre à l'entrée pour filtrer les personnes. Il faut s'imaginer un enfant de 10 ans qui arrive et qui veut rentrer. Alors le videur l'arrête évidemment et lui demande « As-tu l'âge légal pour rentrer ?» Et l'enfant lui répond « Oui, j'ai l'âge légal ». Et le videur lui répond « Alors c'est bon, tu peux rentrer ». Voilà, c'est exactement comme ça que ça se passe sur Internet. Et tant qu'il n'y a pas la possibilité de vérifier les identités avec toutes les précautions liées à la vie privée évidemment, et c'est d'ailleurs pour ça que pour l'instant c'est très compliqué, eh bien, il revient à nous, parents, la lourde tâche de construire un environnement numérique pour nos enfants où les clubs pour adultes n'existent pas ou sont difficilement accessibles. Alors, tout ça, évidemment, en plus de la pédagogie et du dialogue que nous avons évoqué tout à l'heure. Alors, comment faire concrètement? Alors, d'abord, le plus simple, la télévision. Il faut savoir que toutes les plateformes qui servent à visionner les films ou les séries sont sécurisées. Il faut simplement configurer les profils de la famille en fonction des âges et activer un code d'accès pour les adultes. Voilà, ça évite les contenus pornographiques, même s'il n'y a pas pléthore, il y en a pas pléthore sur Netflix, mais ça évite aussi tous les films et les séries violentes qui ne sont pas de leur âge. Alors évidemment, sous-entendu que le code secret reste secret. Je vous renvoie à notre webinaire sur les arnaques de nos ados, où la première arnaque, justement, c'est d'obtenir, de deviner le code des parents, qui souvent est très facile à craquer. Donc ne choisissez pas un code évident et n'oubliez pas que vos enfants et vos ados sont très malins. Alors j'ai mis aussi YouTube dans les plateformes de streaming, même si le fonctionnement est différent, mais là aussi, il faut créer des profils adaptés. Il faut savoir qu'on peut maintenant paramétrer YouTube d'un profil par an. Sachez aussi, mais alors là, c'est vraiment pour les plus petits, vous avez aussi YouTube Kids. Alors attention également pour les films téléchargés illégalement. Si vous utilisez des plateformes de streaming illégales, vous risquez de ne pas regarder intégralement le film que vous pensiez avoir téléchargé ou avoir de la publicité qui risque de ne pas être adaptée. Et évidemment, ce genre de message arrive souvent dans le cas de contenu pour enfants, évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Donc, mieux vaut éviter les téléchargements irréguliers ou alors visionnez-les entièrement avant pour vérification. Alors, deuxième support, l'ordinateur familial. Alors, pour l'ordinateur familial ou même l'ordinateur personnel de votre enfant ou de votre ado, s'il en a un, vous devez obligatoirement configurer des profils différents qui seront adaptés aux âges de chacun. Le principe est simple, on ne partage pas la chambre de son ado, ou plutôt dit de manière plus explicite, vous ne faites pas dormir votre ado ou votre enfant dans votre chambre. Mais là, c'est pareil, vos enfants n'ont pas à avoir accès à votre environnement sur ordinateur, et vous, en tant que parent, vous devez être l'administrateur unique de chaque ordinateur de la famille. Donc, la première chose à faire, c'est de créer des profils différents pour chaque membre de la famille. Alors, chaque système d'exploitation maintenant propose la possibilité de pouvoir configurer des environnements familiaux et sécurisés. Je vous ai mis les principaux. Alors, Apple, alors ça c'est mon avis, est le plus performant. Et puis surtout, l'intérêt, c'est que l'environnement est valable aussi pour les iPhones. Donc, il n'y a qu'une seule configuration à faire. Sur PC, il vaut mieux avoir Windows 10, qui maintenant a évolué et offre des possibilités de configuration très poussées sur les paramètres familiaux.
Je vous ai mis aussi Google OS pour les Chromebooks. Alors, normalement, comme Apple, vous n'avez qu'une configuration familiale à faire ensuite si votre ado a un smartphone Android. Ça doit marcher aussi, je pense, sur Windows si vous avez un Windows Phone. Alors, je ne peux pas vous le garantir, je n'ai pas de Windows Phone et je ne connais personne qui en possède un. Alors, pour ce qui concerne le sujet de ce soir, justement, spécifiquement, dans les réglages que vous allez faire, il vaut mieux ne pas autoriser de téléchargement d'applicatifs, c'est-à-dire de logiciels, sans accord de l'administrateur. Ça se conçoit sur un ordinateur. On ne télécharge pas les applications tous les jours dessus et l'environnement est beaucoup plus risqué que sur les stores des smartphones. Ensuite, et surtout, dans vos paramètres, il faut sécuriser la navigation sur Internet avec des filtres adultes qui sont proposés maintenant par ces systèmes d'exploitation. Ils sont relativement performants, même si aucun n'est infaillible. Sachant que vous avez aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des whitelists au début, notamment de la navigation sur Internet, et des blacklists ensuite. Alors, je vous renvoie à notre webinaire sur le cadre dans le numérique où on traite de ces sujets. Les whitelists, plutôt lorsque votre enfant débute et n'est pas encore ado, c'est-à-dire que vous n'autorisez qu'un nombre restreint de sites. Et ensuite, la blacklist, c'est l'inverse, c'est la liste des sites interdits. Ça, c'est plutôt le paramétrage du système d'exploitation qui le gère, mais vous pouvez aussi en rajouter de vous-même. Utilisez également, en fonction de l'âge de votre enfant, notamment quand il est au début de la navigation sur Internet, un moteur de recherche sécurisé comme Compte Junior. C'est français déjà, et c'est pas forcément adapté aux grands ados, mais c'est bien, encore une fois, pour les pré-ados, pour qu'ils puissent naviguer sur Internet en toute sécurité. Je vous ai mis pour la forme d'autres possibilités de sécurisation. Si vous utilisez un antivirus payant, vous avez aussi des réglages pour configurer un environnement enfant. Et puis également, les fournisseurs de box permettent de créer des profils avec des filtres. C'est un peu plus compliqué à gérer. Voilà, ça peut être intéressant de les maîtriser pour contrôler l'accès au Wi-Fi. On en avait parlé lors du webinaire sur les arnaques de nos ados. Alors voilà, donc les quelques principes de base à faire sur l'ordinateur. Là, c'est surtout pour éviter les images involontaires et mettre un minimum de barrières. Car il faut être honnête, ce n'est pas forcément sur l'ordinateur de la famille que nos ados vont se sentir le plus libres. C'est évidemment à partir du premier smartphone que tout se complique. Donc là, effectivement, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué car votre ado en devenir va pouvoir évoluer dans le numérique seul et physiquement, en dehors de la maison, dans une pièce à l'abri des regards. Alors, c'est d'autant plus important de sécuriser l'environnement du téléphone que nous l'avons vu tout à l'heure. L'âge du premier smartphone, c'est maintenant autour de 10 ans. Et nous sommes là dans la catégorie des ados en devenir ou non préparés justement à la pornographie. Alors, première chose à savoir, il faut configurer un compte spécifique pour votre ado sur le smartphone en renseignant l'âge réel. Vous n'êtes pas obligé de donner la date de naissance exacte, mais il faut que l'âge soit le bon. Il faut savoir qu'avant 15 ans, un compte est obligatoirement rattaché à un parent ou un adulte référent. Selon le smartphone que vous utilisez, vous allez lui créer un compte Google pour les smartphones qui sont sous Android ou Apple pour les iPhones. Et puis, une fois créé, vous allez devoir paramétrer les family settings, c'est-à-dire de configurer les paramètres familiaux. Alors, je vous renvoie à nos webinaires sur le sujet, notamment à celui sur le cadre et à celui sur comment protéger le smartphone de son ado. On explique tout ça. Et évidemment, il faut que ces paramètres soient adaptés à l'âge de votre ado et cohérents avec la liberté qui va s'accroître au fur et à mesure. Alors, spécifiquement pour le sujet de ce soir, il faut s'assurer de régler les limites d'âge pour les applications et également pour l'accès au contenu comme les films sur les plateformes comme Apple ou comme Google. Il y a les livres aussi, vous pouvez paramétrer la musique éventuellement. Alors, au minimum, il faut choisir un âge avant 18 ans. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il vaut mieux éviter les réseaux sociaux avant 13 ans. Alors, ça tombe bien, c'est la loi. Alors, sur les réseaux sociaux, en termes d'exposition à travers les publications, c'est assez rare et assez bien régulé. Votre ado aura quand même du mal à trouver des images réellement pornographiques sur des réseaux sociaux comme TikTok ou YouTube. Mais malgré tout, on vous conseille très fortement de régler les filtres adultes sur ces réseaux sociaux si votre ado les utilise, voir notre webinaire sur les réseaux sociaux justement. Ensuite, il faut être honnête, quand votre ado a accès aux réseaux sociaux, pour les échanges entre ados via les messageries, là, on ne peut pas y faire grand-chose. Et puis, donc, une fois que vous avez limité l'âge des applications, le vrai problème sur les smartphones, c'est la navigation sur Internet et la facilité avec laquelle nos ados et nos enfants peuvent aller consulter des sites pour adultes.
Alors, la navigation. Comment sécuriser la navigation sur Internet dans le smartphone? Sur Apple et Google, si le compte de votre enfant a été bien configuré avec le bon âge, il y a des filtres adultes qui sont activés par défaut dans le navigateur du système d'exploitation en question, c'est-à-dire le Chrome pour Google ou Safari pour Apple. Sur Apple, il faut bien vérifier que l'option « Limiter les sites web pour adultes » est bien activée. Et sur Chrome, il faut s'assurer que la fonction « Safe Search » est bien activée également. On explique tout ça, comment faire tout ça justement dans nos tutos de paramétrage, j'y reviendrai après. Alors, c'est très important et ça bloque même le résultat des recherches et ça évite justement de voir afficher les vignettes sans qu'on ait à aller sur le site en question. Alors, ces filtres, comme je disais, sont de plus en plus performants, mais il n'y a aucun filtre qui est infaillible. Alors, vous pouvez même, comme sur les ordinateurs, je vous parlais, vous pouvez créer des whitelists et des blacklists également. À savoir que sur Apple, vous avez une fonctionnalité que vous pouvez activer au début et qui donne la possibilité de voir les sites sur lesquels votre enfant a été. Alors, ça peut être dissuasif au début, avant de laisser évidemment, après, plus d'autonomie et de liberté, et puis surtout plus d'intimité. Alors, ça fonctionne bien sur les navigateurs des systèmes d'exploitation respectifs, mais évidemment pas sur les autres navigateurs. Sur Apple, si vous avez bien paramétré les limites d'âge, impossible d'utiliser un autre navigateur Safari. Donc là, on est sécurisé. Sur Android, c'est plus compliqué. Alors, allez savoir pourquoi. Là où les navigateurs sont en limite 17+, c'est-à-dire au-delà de 18 ans chez Apple, ils sont en PEGI 3, c'est-à-dire à partir de 3 ans chez Android. Alors, si vous ne surveillez pas l'utilisation d'autres navigateurs, votre enfant peut potentiellement naviguer sur Internet sans filtre. Voilà. Et vous avez la possibilité sur Google, via Google Family Link, de voir les applications qui sont téléchargées et vous pouvez bloquer leur utilisation physiquement depuis vos paramètres. Dès que vous voyez le mot navigateur ou browser, B-R-O-W-S-E-R, dans une application, vous devez à minima vous renseigner et le cas échéant proscrire son utilisation. Attention, il y a aussi des applications qui sont très utilisées par les ados comme Amerigo ou Total Files. Je les ai mis là, les icônes. Sont des applications dans leur version gratuite qui permettent de télécharger des fichiers de musique ou des vidéos à partir d'Internet. Vous regardez un clip sur YouTube, vous pouvez l'avoir directement sur votre téléphone sous forme de fichier. C'est super pratique, mais ces applications proposent en même temps des navigateurs intégrés et qui échappent absolument à tout contrôle et à toute surveillance. Donc là aussi, en fonction de la maturité de votre ado, à bloquer et en expliquant évidemment pourquoi. Alors, sur App Store, justement, je ne disais pas de problème de genre. Ces applications ne sont accessibles qu'à partir de 17+, donc au-dessus de 18 ans. Et pour Android, c'est cohérent, c'est à partir de 3 ans, voilà, comme les navigateurs. Donc, il faut le savoir. Voilà pour cette partie très pratique, un peu rapide, mais qui présente, voilà, j'espère qu'il y a l'avantage de présenter un panorama des leviers, des actions, des bons réflexes qu'on peut avoir pour sécuriser l'environnement de nos enfants et de nos ados. Nadège, Alors, je reprends la parole rapidement pour revenir à d'autres médias, parce que ce sont des médias plus anciens, mais des médias intéressants. Il nous reste encore, heureusement, les livres, les films. Alors, pour déjà vous donner des informations concrètes pour nous, parents et éducateurs, pour aller chercher comment parler de ces sujets, le livre S'expérience, notamment d'Isabelle Fignosa, ou le livre Oser en parler pour la sexualité ou entre parents et adolescents, qui sont pour moi 3 ouvrages qui nous permettent de savoir comment aborder ce sujet, parce qu'il ne suffit pas de se dire qu'il va falloir en parler pour que cela soit facile, et quand même avec un élément important à garder en tête, éviter la grande discussion, vous savez, où tout le monde arrive extrêmement stressé en se disant mon Dieu, de quoi on va parler, et votre adolescent fuit au bout de 2 minutes parce que tout ça est trop gênant, et plutôt quand même rappeler aux parents qu'il vaut mieux utiliser des moyens détournés, des occasions pour qu'on puisse
utiliser plutôt ce qui est en train de se passer et ne pas oublier que de venir s'asseoir de temps en temps à côté de nos adolescents quand ils sont en train de regarder une série. Ça peut être intéressant. J'ai mis la série Glee, mais il y a d'autres séries, mais il faut toujours se dire que nos adolescents vont aussi chercher dans ce qu'ils regardent des réponses. Et puis, comme Marion l'a très bien dit, nos enfants, nos adolescents, de toute façon, auront besoin, et effectivement, merci Arnaud, c'était bien la slide d'après, auront besoin d'aller chercher des informations. Ils ont besoin de ces informations. Et ce qui va être le plus important, c'est qu'il n'ait pas qu'une seule source d'information, c'est qu'ils en aient plusieurs, alors qu'ils puissent éventuellement en parler avec leurs parents ou avec des adultes de confiance. Heureusement, aujourd'hui, ils peuvent aussi en parler au collège, au lycée. Il y a des actions de prévention et c'est important. Il y a aussi des livres que l'on peut laisser traîner l'air de rien dans la maison. Donc là, je vous ai indiqué des livres qui sont intéressants à mettre dès le primaire et le collège, en tout cas début de collège. Et puis, fin de collège et lycée, eh bien, il y a d'autres livres comme Ceci n'est pas un livre de sexe ou Amour, sexe pour adolescents. Et puis, eh bien, il y a la série Sex Education, qui est une série qui est sur Netflix à partir de 16 ans. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai parlé lycée, où il y a eh bien, on voit la vie sexuelle de lycéens. En tout cas, une façon de pouvoir aborder des sujets. Alors, c'est très libre, ça peut paraître même très cru hein, au regard de parents, mais bon, c'est aussi leur génération. Il y a une libération quand même de la parole autour de tout cela. Donc, ne pas oublier qu'il existe aussi ces supports et on en parlait, il y a des supports aussi à la médiathèque et puis il y a des gens aussi maintenant qui utilisent tous les médias pour pouvoir faire de la prévention. Il y a, j'ai pas pu citer tous les livres et je vois que les personnes sont en train de les citer et c'est bien. Il existe aujourd'hui un certain nombre de supports et c'est intéressant de se tourner vers ces supports. Alors, vos adolescents ne les liront peut-être pas, en tout cas pas devant vous, en tout cas ne vous diront pas qu'ils les ont lus, ça c'est sûr, mais ils les auront feuilletés et ils les auront vus et c'est ça qui est intéressant, eh bien, c'est de pouvoir utiliser tout cela. Alors tout ça nous rappelle quand même que le numérique eh bien, est un monde particulier, que les autoroutes de numérique ne peuvent pas être parcourues seules par nos adolescents. Hein. Je vous rappelle notre image de la conduite accompagnée qui nous est chère au sein de MyTwiga. Voilà, nous ne laisserions jamais nos enfants seuls au volant. Eh bien, il en va de même avec le numérique et surtout le smartphone. On voit à quel point il est important de pouvoir les former et surtout nous, adultes, de pouvoir être formés aussi parce que c'était le témoignage d'une des personnes. Il ne suffit pas d'interdire pour protéger nos enfants. Ils peuvent être confrontés à ces images d'une autre façon, donc d'où l'importance de les prévenir. Et c'est la deuxième image que nous aimons utiliser, de se rappeler que le numérique est un outil et que l'on peut pratiquer aussi avec cet outil ce que nous appelons l'aïkido numérique, c'est-à-dire savoir utiliser aussi la force du numérique pour pouvoir contrer ces effets négatifs et pour pouvoir amener les informations dont ont besoin nos adolescents et nos enfants eh bien, pour apprendre à se protéger de ces images. Je te laisse, Arnaud, conclure. Je vais conclure très, très rapidement. Du coup, je vais juste conclure sur MyTwiga, puis on passera aux questions. Voilà, c'est pour ça qu'on a développé deux outils de prévention et d'accompagnement. Donc, il y a une application pour les ados et pour les parents. L'application ado, elle propose un parcours d'apprentissage spécifique avec toute la pédagogie de MyTwiga. C'est un parcours gamifié qui utilise les codes de communication de nos ados. Et dans ce parcours, on va traiter justement tous les sujets liés aux usages numériques. Ça va de la sécurisation de la vie privée, savoir s'autoréguler, gérer ses réseaux sociaux, comment s'informer correctement. Évidemment, réagir face à une image choquante, ça en fait partie. Également, pour favoriser la pédagogie autour du cadre, qui est la pédagogie MyTwiga, on utilise un VPN
qui vous permet en tant que parent de surveiller le cadre de liberté que vous avez instauré avec votre ado. Et grâce à cela, vous avez justement la possibilité d'être prévenu quand votre ado, par exemple, utilise un autre navigateur ou Amerigo, par exemple. On vous prévient simplement, on redonne des conseils pédagogiques adaptés pour vous aider ensuite à prendre votre décision et en parler avec votre ado. Une fonctionnalité importante aussi qu'on propose dans l'application que nous avons développée justement avec l'association Préside Marion, c'est la possibilité pour l'ado de rentrer en contact en toute confidentialité avec un professionnel, un psychologue qui va pouvoir répondre à ces questions. Un contact se faisant par chat, ça concerne tous les sujets. Et puis, le sujet du visionnage d'images choquantes et le fait de pouvoir en parler à un adulte de confiance d'abord, ça peut aider avant de découvrir les dégâts un peu plus longtemps après. Enfin, pour les parents, je termine, on a une application qui va sortir, qui est un peu le fruit des retours du terrain et que nous avons eu et qui a pour but justement de permettre aux parents d'avoir les outils pour ne plus être largués, pour agir efficacement, pour mettre un cadre. Alors, on va y retrouver toutes les ressources mises à jour, y compris les tutos dont je vous parlais tout à l'heure, et à configurer les paramètres familiaux. Il y aura un parcours qui sera proposé si vous souhaitez vous laisser guider sur des sujets qui vont allier à la fois la pédagogie et le numérique. Il y aura des actus, un accès aux experts pour justement des questions personnalisées et aussi la possibilité de suivre le parcours de son ado et sa progression pour justement pouvoir adapter son cadre d'utilisation.